Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier webinaire de notre série du cycle création d'entreprise organisé par la CCISM. Ces webinaires sont organisés dans le cadre de notre programme d'accompagnement du porteur de projet qui est financé par le Fonds social européen. Je me présente, Luciana Raspail, responsable appui aux entreprises, et ce soir, je serai votre animatrice, mais aussi l'intervenante sur le thème les étapes de la création. L'objectif de cette présentation est de vous présenter la méthodologie de la création d'entreprise afin que vous puissiez connaître les étapes de la création, ce qui vous permettra par la suite donc de vous projeter dans votre création. Et donc, si vous êtes présent avec nous ce soir, c'est que vous avez une grande idée et vous souhaitez bien vous lancer. Donc, je tiens à vous féliciter pour ce premier pas dans votre aventure entrepreneuriale. Avant de commencer la présentation, je vais juste vous indiquer le déroulé de la soirée. Donc, il se fera en 3 parties. Donc, la première partie, nous aurons la présentation qui va durer environ 40 à 45 minutes. Puis, nous aurons la partie questions-réponses où vous aurez l'opportunité de me poser vos questions. Et je vous invite donc, pendant la présentation, de poser vos questions directement dans le chat pour les plus timides. Et pour ceux éventuellement les plus courageux, vous aurez l'opportunité de poser votre question en direct si vous préférez. Et donc, la troisième partie sera donc les annonces pour le prochain webinaire et donc la clôture de ce webinaire. Donc, sans tarder, je vais donc commencer notre présentation puisque nous avons une petite heure ensemble. Les étapes de la création. Donc, pourquoi il est important pour nous de commencer avec cette thématique? Avec mes 10 ans de maison à la CCISM, à chaque fois que j'en rencontre des entrepreneurs pour du conseil, leur première préoccupation, c'est je vais m'immatriculer sur quelle forme juridique? Alors que, avant même de penser à la forme juridique, il y a plusieurs étapes à faire, à valider avant même de penser à la forme juridique. Et vous verrez donc dans cette présentation que toutes les étapes ont toute leur utilité et elles s'emboîtent au fait, ce qui fait donc une suite logique pour arriver justement à la finalité qui est donc l'immatriculation de l'entreprise. Donc, ce soir, nous allons donc voir l'idée, l'adéquation en projet, l'étude de marché, la stratégie commerciale et marketing, l'étude financière, l'étude juridique, le business plan et au final, votre immatriculation. Donc, ce soir, nous allons donc voir, on va effleurer, si on peut le dire, chacune de ces étapes puisque le reste de nos webinaires vont traiter dans plus de détails chacune de ces étapes. Voilà. Donc, ce soir, on ne va pas rentrer dans le détail proprement dit. De toutes les façons, nous n'avons pas le temps imparti pour. Mais la suite logique, la suite des webinaires vont donc traiter chacune de ces étapes. Donc, il faudra donc vous inscrire pour pouvoir y participer. Et pour mettre en parallèle les différentes étapes pour que vous puissiez comprendre mieux l'utilité de chacune de ces étapes, je vais donc utiliser un cas pour illustrer justement chacune de ces étapes. Et donc, le cas que je choisis, c'est une activité de consulting. Donc, mon idée est donc une activité de consulting. Avant de penser donc à mon immatriculation, il est important pour moi de définir et comprendre mon idée de consulting et mon projet d'entreprise. C'est-à-dire comprendre ce que je vais vendre. Dans mon cas, c'est un service, mais dans votre cas, identifier si c'est un produit ou un service que vous allez vendre. Savoir à
qui vous allez vendre. C'est très, très important. Est-ce que je vais vendre à des particuliers? Je vais vendre directement à des entreprises? Ma cible sera plus des retraités ou des jeunes? Il est très important d'identifier cela dans la phase d'idée. Où je vais vendre aussi? Est-ce que mon activité sera une activité qui nécessite donc d'ouvrir un magasin ou je peux vendre mon produit ou mes services directement en ligne? Comment je vais vendre aussi? Est-ce que ce sera business to business, c'est-à-dire directement à l'entreprise, aux entreprises directement, ou est-ce que ce sera ou directement aux consommateurs, B2C, etc. Et connaître comment je vais créer de la valeur pour mon entreprise. C'est très, très important. Savoir comment mon entreprise va gagner de l'argent. Et en répondant à ces questions, on est en train donc de construire notre business model. Le business model, c'est comprendre comment votre organisation, votre entreprise va livrer et capturer aussi de la valeur. En d'autres termes, comment je vais donc gagner de l'argent. Voilà. Et donc, le processus de la construction du business model et de la modification est aussi appelé le business model innovation. C'est une forme de stratégie entrepreneuriale. Donc, il est très important, dès l'étape de l'idée, de maîtriser justement cette partie, comment mon entreprise va créer de la valeur. Ce que moi, je conseille aux entrepreneurs quand je les rencontre, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que je vais faire à l'envers? C'est-à-dire, à quel problème je vais répondre, quelle solution je vais amener. Dans mon cas, par exemple, une activité de consulting, donc création d'entreprise. Voilà. Le problème est qu'aujourd'hui, les porteurs de projets sont livrés à eux-mêmes et ils ne savent pas où se rendre pour certains. Voilà, ils ont peur de frapper à la porte des institutions parce que pour eux, c'est trop colère ou pas assez de temps à se consacrer à eux et à leurs projets. Donc, voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, moi, la solution que je ramène, c'est mon expertise sur le marché et aider justement ces personnes qui sont perdues ou qui ne veulent pas justement atteindre les portes des institutions, mais aller vers eux, voilà, en leur proposant un service personnalisé. Voilà. Et donc, comment je vais faire cela? Donc, ce que je vais vendre, ce sera un service. À qui je vais vendre? Ce sera à des particuliers et je veux précisément me consacrer aux jeunes puisque c'est eux qui ont plus de difficultés ou de mal à franchir la porte des institutions. Voilà. Mes services, je vais les vendre, je vais faire de la promotion en ligne, mais je vais faire aussi beaucoup de publicité en utilisant différents réseaux. Comment je vais vendre? Donc, ce sera du B2C, business to client, et en vendant mes services, donc voilà qui va moyenner donc une rémunération, ça va donc gérer de la valeur pour mon entreprise. Et donc, c'est une astuce que vous pouvez utiliser quand vous pensez à votre idée. Je réponds à quel problème, j'amène quelle solution justement au problème. Une fois que j'ai bien défini donc mon idée, voilà, et donc par la suite, je peux donc construire mon business model. Je peux donc vérifier mon adéquation avec mon projet. Cette étape, qu'est-ce que ça consiste à faire? Donc, bien entendu, je reprends mon cas où je veux faire du consulting. Mais je vais faire du consulting, donc je vais créer une entreprise. Il est important pour moi de savoir, déterminer quelle est ma motivation, quelle est ma détermination également, puisque être chef d'entreprise veut dire que je n'ai pas, comme on dit en anglais, 9 to 5, où j'ai des horaires fixes. Voilà, j'ai un emploi du temps, je respecte cela, j'ai le week-end libre. Non, être entrepreneur veut dire que je travaille
à des heures pas possibles, je suis amenée à travailler tard le soir, je suis amenée à travailler le week-end quand je veux me reposer parce que j'ai des clients qui sont en attente justement de ma prestation pour laquelle ils ont payé. Donc, est-ce que je suis vraiment prêt à tout ça? Donc, il est important pour moi de connaître et de définir quelle est ma motivation et ma détermination. Aujourd'hui, je veux être consultante, je n'ai aucune connaissance dans l'entrepreneuriat, ce qui veut dire que je vais devoir à un certain moment me former, savoir comment gérer une entreprise, suivre la formation entreprendre que propose la CCI. Ça veut dire que je dois aller m'asseoir pendant 5 jours ou même prendre du temps pour participer à un webinaire d'information alors que je pourrais peut-être être en ce moment en train de regarder une de mes séries. Mais savoir que je veux ouvrir mon entreprise et que je veux créer cette solution, voilà, aux problèmes qui existent. Donc, je vais devoir faire quelques sacrifices. Et il est important, donc, de définir ma motivation et ma détermination. Il y a des outils qui vous permettent d'évaluer cela avec des tests en ligne et je parlerai de cela lors de la présentation de l'outil, des outils digitaux à votre disposition. Deuxièmement, évaluer mes compétences et mes aptitudes. Je veux être consulting en création d'entreprise. Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que je m'y connais en management d'entreprise, en création, stratégie d'entreprise, comment les définir? Dans le cas où je ne les ai pas, voilà, il va falloir que j'examine comment j'aurai cette expertise pour la ramener au sein de mon entreprise. Je prends le cas dans mon projet d'accompagnement, il faut faire un prévisionnel. Je n'ai pas les compétences pour faire une projection financière. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir faire appel à un professionnel, soit travailler en collaboration avec lui, éventuellement, si lui, il adhère à mon projet et veut éventuellement se joindre à mon projet, donc éventuellement voir pour une collaboration. Soit il se joint à moi dans mon entreprise, où il est prestataire, donc voir. Donc, il est important de voir quelles sont mes compétences et mes aptitudes aussi pour gérer, pour pouvoir faire cette entreprise et créer justement cette entreprise de consulting. Et dans votre cas, ce sera pareil, que ce soit de la restauration, location de voitures, création de bijoux et autres. Il va falloir que vous définissiez quelles sont vos compétences et aptitudes pour cette valeur, cette création de valeur que vous souhaitez proposer sur le marché. Si vous ne l'avez pas, donc il faudra aller vérifier ou rechercher justement cette compétence pour l'intégrer au sein de votre entreprise. Autre chose, vos qualités et vos faiblesses personnelles. Je reste toujours dans mon cas de consulting. Mes qualités, j'adore le contact avec les personnes. J'ai suivi des formations de customer services. Donc aujourd'hui, voilà, la relation client, c'est quelque chose que je maîtrise énormément. Par contre, je n'aime pas qu'on me submerge de mails, je n'aime pas travailler sous pression, je n'aime pas, dans mon cas, travailler très tard parce que j'aime aller me coucher tôt. Donc, du coup, voilà, il va falloir définir justement quelles sont mes qualités et mes faiblesses et voir aussi comment je vais pallier justement à mes faiblesses. Je vais devoir faire des efforts. Je n'aime pas travailler sous pression, donc ce qui veut dire que je vais devoir organiser mon temps, voilà, pour pouvoir remettre le service ou le produit en temps et en heure au client pour qu'il n'ait pas à me relancer. Je vais devoir organiser mes journées pour ne pas avoir à travailler tard. Voilà, donc j'aurai un travail à faire sur moi-même et il est important de le faire avant même l'immatriculation de l'entreprise. Et autre chose, comme je le disais, savoir si mon activité nécessite que je m'immatricule seul ou à plusieurs.
dans le cadre des compétences, mon entreprise de consulting, je n'ai pas les compétences pour faire une projection financière, donc je vais faire appel à un expert comptable ou une personne qui a les connaissances justement dans ce domaine pour soit collaborer, soit se joindre à moi. Je prends le cas, par exemple, d'une activité de restauration où la personne, elle adore faire à manger, mais elle ne sait pas faire à manger du tout. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'elle va devoir trouver un chef, soit soit trouver un chef qui est dans une démarche entrepreneuriale également et voir s'ils font une collaboration ou éventuellement voir comment elle peut intégrer justement cette compétence dans son entreprise. Ou peut-être tout simplement, dès le départ, votre idée, c'est avec d'autres personnes et donc il faudra prendre en compte les compétences, les aptitudes, les qualités, les faiblesses de tout un chacun impliqué dans le projet afin de s'assurer de l'adéquation homme et projet dès le départ pour pouvoir justement faire les ajustements nécessaires pour pouvoir continuer justement dans les autres étapes. Je vais prendre un autre exemple que j'ai eu par exemple aujourd'hui et qui revient à l'étape adéquation homme-projet. Une personne qui a donc une interdiction de gérer une entreprise suite à une faillite qu'elle a eue quand elle avait une entreprise en métropole. Donc, lors de l'immatriculation de l'entreprise, elle remet tous ses documents, on fait l'immatriculation et par la suite, il y a une interrogation du fichier national des casiers judiciaires, et du coup, lors de cette interrogation, il s'avère donc que cette personne a une interdiction de gérer une entreprise. Et donc, du coup, la personne, malheureusement, ne peut pas ouvrir son entreprise aujourd'hui. Il faut qu'elle attende la fin de cette interdiction. Donc, d'où encore important, dès l'étape de l'adéquation en projet, vérifier toutes les catégories éventuellement de critères qui pourraient venir entraver justement votre possibilité d'ouvrir votre entreprise et même de produire cette valeur que vous souhaitez à vos clients. Donc, petite parenthèse, je ne vous dis pas d'aller vérifier, mais de toutes les façons, vous savez, justement, cette personne pensait que cette interdiction était terminée, mais loin de là, elle n'est pas terminée. Elle a encore quelques années à encourir avant de pouvoir avoir la possibilité de gérer une entreprise. Donc voilà, donc vous voyez, on a l'idée, il faut vérifier l'adéquation homme-projet pour s'assurer que nous pouvons même s'immatriculer. Aussi, je vais revenir sur les compétences et aptitudes. Il y a certaines activités qui nécessitent que vous passiez des formations. Je vais prendre le cas de la restauration, par exemple. Pour immatriculer, ouvrir une entreprise de restauration, vous avez une formation qui est obligatoire, la formation du permis d'exploitation, qui va vous, par la suite, une fois réalisé, vous permettre d'obtenir la licence de débit, la licence de débit de boisson pour pouvoir justement immatriculer votre entreprise. Et sans cette formation, vous ne pouvez pas immatriculer vous pouvez l'immatriculer, mais vous ne pourrez pas vendre des boissons alcoolisées. Voilà, donc il y a certaines activités qui nécessitent que vous ayez des compétences, que vous suiviez des formations au préalable afin de pouvoir immatriculer l'entreprise. Et il est important donc de le faire dès cette étape-là pour ne pas vous retrouver, vous commencez votre immatriculation et puis on vous dit, ah ben non, vous ne pouvez pas puisque il faut ci, il faut ça. Donc, important de faire cette évaluation dès le départ. Une fois on a validé donc toutes les cases, la motivation, la compétence, les qualités, les faiblesses et si on va exercer seul ou pas, la troisième étape, c'est l'étude de marché. Et là, j'ai mis analyse à côté puisque souvent, quand on parle d'étude de marché, c'est comme si on parlait
de la mer à boire, c'est toute une étape, alors que l'étude de marché, c'est une simple, une simple étape, mais qui est une étape assez fastidieuse puisqu'il faut aller collecter des informations. Et qu'est-ce que ça consiste? C'est juste un effort organisé pour récolter, rassembler des informations qui vont vous permettre de connaître votre marché, connaître votre marché cible, connaître votre clientèle cible également. Comme ça vous permet de tout savoir sur eux, les connaître qui ils sont et justement, donc vérifier l'existence et l'accessibilité du marché pour votre produit ou service, déterminer les hypothèses de chiffre d'affaires et aussi donc vous permettre de définir votre stratégie commerciale et marketing. Donc, l'étude de marché vous permet de voir si votre idée aura sa place sur le marché. Cette étape, malheureusement, est souvent, on va dire, souvent les entrepreneurs la sautent justement, puisque comme j'ai précisé, c'est une étape qui est un peu fastidieuse puisqu'il faut prendre le temps d'aller chercher, récolter les informations, puis une fois récoltées, les analyser pour pouvoir justement définir sa stratégie. Mais moi, comme je précise aux porteurs de projet, la durée de l'étude de marché va être déterminée par votre motivation et votre détermination. Voilà. Si vous voulez absolument vous assurer qu'avant de vous lancer sur le marché, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir définir votre stratégie, donc on va dire le plus de temps que vous allez y dédier, ben, le plus rapide ce sera fait. Et donc, pendant cette étude de marché, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser donc l'environnement dans lequel notre produit ou service va évoluer, donc connaître quelles sont les réglementations du secteur, connaître quelles sont les opportunités, mais aussi les menaces du secteur pour ce secteur d'activité. On va aussi donc analyser notre clientèle potentielle, connaître quels sont leurs besoins, quelles sont leurs habitudes de consommation, quels sont leurs revenus, voilà, quel est leur style de vie. Dans mon cas, je vais prendre par exemple l'activité de consulting. Voilà, définir aujourd'hui, parce que moi j'ai mon idée, et je me base souvent, c'est sur du factuel, les porteurs de projets disent, ben oui, moi j'ai vu que les porteurs de les jeunes, voilà, ils avaient peur de venir à la CCI, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Mais le service que moi je vais proposer, voilà, je me base déjà sur quels chiffres pour connaître, on parle, mais on parle de combien de jeunes, on parle de ces jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment motivés justement pour se dédier à leur projet de création? Est-ce qu'ils ont les moyens aussi de payer ma prestation de service? Donc, pour que moi, je puisse intégrer le marché, j'ai besoin de chiffres, j'ai besoin de concret et pas simplement de j'ai pu constater que, parce que souvent, c'est le cas, ou j'ai vu ma cousine faire une activité de consulting et du coup, je vais me lancer également dans une activité de consulting. Mais loin de là, il est important d'obtenir justement des données chiffrées, voilà, qui vont nous permettre de définir notre stratégie en fonction justement du marché. Et dernière analyse qu'on va faire, c'est la concurrence. Souvent, une étape qui est effacée par nos porteurs de projets, connaître nos concurrents, donc on va analyser les concurrents directs, les concurrents indirects, leurs produits, les prix qu'ils pratiquent, leur stratégie commerciale également, comment ils font pour atteindre leurs clients. Dans mon cas, je reprends le cas de activité de consulting, quels sont mes concurrents directs, c'est-à-dire les consultants en privé qui font déjà de l'accompagnement, mes concurrents indirects, si on veut, les institutions qui proposent justement de l'accompagnement, quels sont les produits qu'ils proposent aujourd'hui et moi, comment je vais donc
ajuster et venir innover, très important quand on pense à la concurrence. Il faut toujours penser à il faut avoir une préoccupation d'innovation. Qu'est-ce que moi j'apporte de nouveau sur le marché? Donc, si éventuellement, dans le cas de l'activité de consulting, j'ai des entreprises, j'ai déjà des consultants qui font des activités, qui font des prestations d'accompagnement en direct, ben, peut-être mon activité de consulting, mes prestations peuvent être totalement digital où le jeune n'a pas besoin de se déplacer, il peut se connecter directement sur son téléphone et nous avons nos sessions de travail, il n'a pas besoin de venir se déplacer et de m'amener des documents, il peut, via un outil digital, donc on partage les documents, on échange, on a des échanges constants et donc du coup, ça peut être une prestation innovante qui n'est pas donc proposée sur le marché. Donc, important, l'étude de marché. Et donc, pour faire toute cette analyse, on peut donc se baser sur des études économiques existantes, notamment sur l'INSEE, la CCI et pas que la CCI de Saint-Martin. On peut éventuellement se baser sur des études qui ont été faites par d'autres CCI ou des chambres de métiers, BPI Création également. Le challenge que l'on a à Saint-Martin, c'est d'obtenir des données. Voilà, donc ça, c'est un challenge, je ne vais pas vous le cacher dans cette présentation. C'est un challenge, donc il est important pour vous de pousser voilà, votre étude le plus loin possible, voilà, sans vous limiter géographiquement, c'est-à-dire sans rester que sur le secteur de Marigot, par exemple, ou ne pas penser, par exemple, au côté hollandais, ou ne pas avoir peur éventuellement de consulter une étude qui a été menée dans une petite ville de la métropole ou autre. Voilà. Donc, vraiment, ne pas limiter votre étude et aller le plus loin possible. Autre enquête, donc on peut aussi donc se positionner à faire une enquête auprès de nos fournisseurs, connaître quels sont les prix qu'ils pratiquent, quelles sont les conditions de paiement qu'ils pratiquent aussi, quelles sont les pratiques du secteur également. Donc c'est très important de porter cette enquête-là. Et souvent, on va me poser la question, comment on fait pour enquêter auprès des fournisseurs? Il suffit de vous déplacer, de faire des demandes de plaquettes, des demandes de brochures. Vous pouvez demander aussi, et même dire, dans le cadre d'une étude de marché, je suis en train de mener des informations, je suis en train de collecter des informations par rapport à vos pratiques. Donc, vous pouvez tout à fait faire cela. Vous pouvez aussi porter une enquête auprès de vos concurrents. Souvent, on me pose la question, comment je fais pour aborder mon concurrent? Vous venez comme un client lambda, voilà, qui va demander une devis pour une prestation je prends le cas de consulting, je connais une entreprise privée qui propose des activités, des prestations de consulting, je vais lui envoyer un mail et lui demander donc une prestation d'accompagnement pour ce type de projet. Et elle va m'envoyer son devis, elle va éventuellement m'indiquer comment elle procède avec ses clients. Donc, faire cela avec différents concurrents directs et indirects. Demander tout simplement leur brochure aussi, visiter leur site internet aussi. Donc, ça permet d'avoir une idée de ce qui est fait sur le marché déjà. Aussi, faire une enquête auprès de nos clients potentiels. Et ça va nous permettre donc d'analyser l'attente et les besoins de nos clients et de ne pas se baser sur uniquement « je pense qu'ils ont besoin de ». Parce qu'on peut tout penser, mais les chiffres vont montrer si réellement ils ont besoin d'eux. Et aussi connaître s'ils sont prêts aussi à acheter notre produit ou notre service. Donc ça, c'est très important. Et donc, dans les astuces, j'ai parlé tout à l'heure de mener votre étude le plus loin possible, mais important, quand vous réfléchissez à votre projet entrepreneurial, il faut que vous pensiez il n'y a aucun avantage concurrentiel. Aucun avantage concurrentiel est donné. Donc, c'est-à-dire que vous devez aller creuser
étudier au plus profond le marché afin de pouvoir trouver votre avantage pour votre place sur le marché. Voilà. Et maintenant qu'on a fait donc cette analyse du marché, on a des chiffres, on a des données, voilà, qui nous a permis de savoir qu'est-ce qu'on va vendre, qu'est-ce qu'on peut vendre, comment on va être innovant sur le marché, comment on va pouvoir se démarquer par rapport à nos concurrents. Voilà. Maintenant, on est en mesure de définir notre stratégie commerciale et marketing. Notre stratégie commerciale et marketing, qu'est-ce que ça va, en quoi ça consiste? Voilà. Donc, on va utiliser, sans rentrer dans les détails également, comme je vous ai dit, on a un webinaire qui sera consacré précisément à cette thématique, mais pour que vous puissiez comprendre, la stratégie commerciale et marketing, c'est la stratégie que vous allez élaborer pour pouvoir atteindre justement vos clients cibles, voilà, et comment vous allez faire pour faire du chiffre. Donc, il est important pour vous d'avoir les éléments chiffrés qui vont vous permettre justement de définir ces stratégies. Et donc, on va, une des pratiques justement d'élaboration de stratégie marketing, c'est le marketing mix, les 4 P de 4 Ps, qui consiste, donc, c'est une combinaison de facteurs qu'une entreprise peut contrôler dans le but d'influencer ses clients pour acheter leurs produits ou leurs services. Donc, c'est en manipulant stratégiquement ces facteurs-là qui vont vous permettre justement d'optimiser votre produit et service pour pouvoir mieux servir vos clients et de les atteindre. Voilà. Et donc, dans le marketing mix, voilà, le marketing mix comprend donc les 4 P qui sont donc le produit, le prix, la promotion et the place pour l'endroit où vous allez donc vendre. Donc, quand on va se focaliser sur ces 4 P, donc pour chaque élément, on va donc, pour le produit, on va donc se concentrer sur la qualité de notre produit, le service que l'on va fournir, la gamme de produits que l'on va proposer. Dans mon cas, je reprends le cas de l'activité de consulting, la qualité de mon service, je vais accentuer sur la relation client. La gamme de produits, je vais accentuer je vais définir plusieurs gammes de produits pour pouvoir cibler différents types de clients et pouvoir subvenir répondre à chaque budget, à différents budgets. Donc, par exemple, un client qui a un petit budget, je vais pouvoir lui proposer un produit. Un qui a un peu plus de moyens pour pouvoir faire un accompagnement de A à Z avec un plus service. Donc, il aura un produit, et l'autre qui veut vraiment que l'on fasse vraiment de A à Z, même post-création également, il aura aussi un produit qui va donc répondre à ses besoins. Donc, pour le produit, on va donc se concentrer vraiment au produit lui-même, la qualité, service, et éventuellement, vous pouvez penser à autre chose quand on pense au produit. Et dans le cas où si c'est un produit, pensez à l'emballage, quelles sont les couleurs que je vais utiliser justement pour attirer la clientèle, et autres, etc., etc. La place, c'est the place, donc c'est où est-ce que je vais vendre mon produit, comment je vais faire mon produit ou mon service atteindre justement mon client. Donc, quels sont les canaux de distribution que je vais utiliser? Dans le cas de produits, quelles sont les logistiques que je vais utiliser? Le transport, le marché. Dans le cas de consulting, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver mes services? Ce sera éventuellement que sur mon site Internet, par exemple. Voilà, je serai disponible sur
toutes les plateformes, les plateformes digitales où voilà, le client sait que je suis accessible là, puisque les clients que je tiens à cibler sont des jeunes qui sont très branchés réseaux sociaux, donc ils sont très dans le digital. Puis, on va se focaliser sur le prix. Voilà. Le prix par rapport à la concurrence, l'étude que l'on a fait, on a pu voir donc quels sont les prix pratiqués, aussi par rapport à l'enquête que l'on a pu faire auprès de notre clientèle. On sait mais quels sont les prix qu'ils sont prêts à payer. Donc, on va pouvoir aussi influencer sur ce troisième P, le prix. Les remises, les délais de paiement également, comment on va permettre à notre client, parce que aussi ça peut être une cible, si dans mon activité de consulting, je propose à mes clients de pouvoir payer en 4 fois, donc ça peut être aussi un critère qui éventuellement va les pousser vers mes services, parce que je propose une facilité de paiement. Et le quatrième P, donc c'est la promotion, c'est comment je me fais savoir pour atteindre justement ma clientèle. Dans le cas de mon activité de consulting, comme j'ai précisé tout à l'heure, la publicité, où est-ce que je vais faire ma pub? Est-ce que je vais utiliser les radios, la presse écrite? Est-ce que je vais faire des promotions? Voilà, ou si éventuellement avant la saison la haute saison, voilà, si vous contractez, vous prenez un de mes services, donc vous aurez la possibilité d'obtenir un rendez-vous conseil gratuit. Donc voilà, donc voir comment je fais pour atteindre ma clientèle avec le P. Donc, un conseil, prenez le temps d'estimer les moyens organisationnels et financiers de chacune de ces actions. Il est important pour vous de chiffrer justement le produit, combien ça me coûte, la place, combien ça va me coûter, le prix aussi que je vais pratiquer et également la promotion, combien ça va me coûter. Voilà. Et dans le but d'atteindre ma clientèle. Voilà. Donc, très important. Maintenant que nous avons donc travaillé sur les facteurs qui vont donc les facteurs qui vont donc influencer nos clients potentiels à venir vers nous, voilà, acheter nos produits, acheter nos services. Il est maintenant important de passer à la cinquième étape qui est donc l'étude financière. L'étude financière, qu'est-ce que c'est? Dans sa plus simple forme, c'est simplement une projection financière de vos futurs revenus et de vos dépenses. Souvent, les porteurs de projets, voilà, souvent dans le rush, donc ils viennent s'immatriculer et c'est au moment de l'immatriculation, en posant la question toute simple, vous voulez vous immatriculer en SASU, pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que j'ai entendu que ma cousine, elle est immatriculée en SASU, d'accord. Quel est votre chiffre d'affaires? Quel est le chiffre d'affaires que vous comptez faire? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que cette personne n'a pas pris le temps déjà de connaître quels sont ses besoins pour démarrer son activité, et par la suite pouvoir donc évaluer quelles sont les ressources nécessaires, les revenus nécessaires pour justement pouvoir couvrir ses charges. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui ne maîtrise absolument pas le coût de son activité. Et donc, ça peut être une catastrophe. Voilà, on le voit souvent. Les entreprises ici matriculent et c'est après l'immatriculation qu'ils se rendent compte ah j'avais pas compté l'assurance que je devais prendre. Pour mon activité de consulting, par exemple, il me faut un logiciel. Je dois développer une application pour que mes clients puissent rentrer en contact avec moi, où on peut échanger. Et donc, c'est pas après l'immatriculation que je dois me rendre compte de cela. Donc, l'étude financière va vous permettre donc d'établir 3 documents financiers de synthèse qui sont donc le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Le plan de financement, c'est quoi?
va vous permettre donc d'estimer les ressources financières nécessaires pour démarrer votre activité. Je prends le cas, mon activité de consulting. Donc, il me faudra un site internet, il me faudra des cartes de visite, il me faudra un ordinateur parce que j'en ai pas. Il me faudra prendre également une assurance. Et donc voilà, donc juste pour vous dire les documents les éléments qu'il me faudra déjà pour démarrer mon activité. Mais j'ai besoin de savoir combien ça va me coûter. Voilà. Et donc, en faisant mon plan de financement, c'est à ça que ça va servir. Donc, estimer toutes les ressources financières nécessaires pour démarrer mon activité et pas juste se concentrer sur combien ça me coûte pour immatriculer mon entreprise. Le deuxième document, le compte de résultat. Le compte de résultat donc, va vous permettre d'assurer la rentabilité financière de votre entreprise. Savoir si votre grande et belle idée, voilà, sera rentable pour vous. Et dans le cas où ça ne l'est pas, voilà, il y aura des ajustements à faire. Et c'est ce document qui va vous permettre justement de faire ces ajustements avant de vous lancer et pas après, puisque une fois que vous êtes lancé, votre activité démarre et donc vous n'avez pas trop le temps de faire des ajustements de ce genre. Le troisième document, qui est donc le plan de trésorerie, et ça va vous permettre donc d'organiser vos entrées de fonds et de décaissement mensuel. On va donc passer rapidement à une présentation de chaque document. Donc, le plan de financement, comme précisé tout à l'heure, va vous permettre de déterminer le montant des ressources nécessaires au démarrage pour la première année et par la suite pour le développement de l'année 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on va lister pour ce document? Ce sont les besoins, comme j'ai précisé, les frais de démarrage, site internet, frais d'enregistrement, droit au bail si j'ai un local, les investissements incorporels, corporels, financiers, ordinateur, véhicule, rénovation si j'ai un local également. Et puis, donc, les ressources. Les ressources, à un minimum, je dois être dans une dynamique de pouvoir financer un minimum mon projet. Donc, quel apport personnel je peux donc investir dans mon entreprise? Les prêts, est-ce que je pourrais prétendre éventuellement à un prêt d'honneur, à un prêt bancaire, un love money? Le love money, c'est l'argent que nos proches, voilà, va nous donner ou nous emprunter justement pour notre activité. Et par la suite, donc connaître notre besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est la somme dont une entreprise a besoin pour financer son exploitation. Donc, il s'agit d'un indicateur financier important dans la gestion de votre entreprise. Si vous ne connaissez pas quel est votre besoin en fonds de roulement, vous allez tout le temps vous retrouver à je dois aller piocher par ici, je dois aller piocher par ici, et vous avez une très mauvaise gestion justement des finances de l'entreprise. Donc, le plan de financement, important à faire dès le départ, connaître quels sont mes besoins, connaître quelles sont mes ressources pour financer mes besoins, évaluer également si je dois aller mobiliser un levier de financement, que ce soit un prêt, apport personnel et ou Love Money. Et bien entendu, il y a d'autres financements disponibles. Le deuxième document, donc, qui est le compte de résultat, et l'objectif de ce document, c'est donc assurer la rentabilité de votre entreprise. Donc, connaître si votre entreprise va gagner de l'argent ou elle va en perdre. Et bien entendu, si on est dans une démarche entrepreneuriale, c'est bien pour gagner de l'argent. Sinon, on serait dans une dynamique d'association. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va donc porter dans ce document? Donc, connaître quelles sont les charges, les dépenses externes, les frais de personnel, si on embauche du personnel, les impôts et les taxes et les frais financiers. Et tout cela donc va
nous permettre de définir notre chiffre d'affaires que l'on va faire. Et en faisant donc la balance charge moins produit, si éventuellement les produits sont dans le négatif, ça veut dire qu'on va générer donc une perte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va donc falloir faire des ajustements. Est-ce que je dois donc vendre plus de produits? Voilà. Est-ce que je dois peut-être réduire certaines charges? Par exemple, dès la première année, ne pas embaucher une personne et donc d'assumer moi-même toutes tous les services de l'entreprise, justement, pour pouvoir avoir un compte de résultat qui dégage un bénéfice. Donc, il est très important de faire cela dès le départ. Et bien entendu, vous avez des professionnels pour vous assister dans cette partie qui est assez technique et il est important de ne pas se tromper dans les chiffres. Troisième document, donc le plan de trésorerie qui donc vous permet d'organiser vos entrées de fonds et vos décaissements mensuels sur 12 mois. Donc ici, sur le slide, donc c'est une présentation de comment ça peut se présenter. Bien entendu, il n'y a pas de modèle fixe. Vous êtes libre de présenter votre plan de trésorerie. Mais qui est important d'analyser ou de voir ici, c'est que c'est tout, donc chaque mois est porté. Vous avez le solde de démarrage, donc combien d'argent vous avez au démarrage de votre activité et vous allez donc saisir à chaque fois par mois les encaissements, les décaissements qui va donc vous donner par la suite votre solde et vous savez donc combien d'argent il vous reste en caisse, voilà, et va vous permettre aussi de savoir si éventuellement, quels sont les ajustements que je dois faire, est-ce que je dois faire un apport de fonds. Donc, ce document-là, il sera bien entendu sur 12 mois, mais également sur les 2 prochaines années également. Et maintenant que nous avons tous ces documents-là, les 3 documents, notre étude financière, nous avons donc défini dans le compte de résultat, dans le plan de financement, si nous avons besoin de financement. Et donc, il faudra aller chercher les finances. Et donc, dans les dispositifs de financement que vous avez, donc je vous ai listé juste quelques-uns, vous avez le Pôle emploi, donc l'ARC, l'aide au retour créateur entreprise. Vous avez également l'ACRE qui est un dispositif de réduction des cotisations. J'ai un trou en ce moment. Vous avez le PIGE qui est le projet initiative jeune pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Donc, c'est une subvention qui est donc allouée aux porteurs de projets et c'est donc la DETS qui est en charge de cette demande. Vous avez la collectivité de Saint-Martin également qui est en cours de développement de dispositifs pour les créateurs. Actuellement, il y a des dispositifs d'aide financière, mais c'est pour les entreprises qui sont déjà créées. Vous avez Initiative Saint-Martin Active qui vous accompagne dans votre projet et vous finance également par le biais de prêts. ADI également, qui est une autre institution d'accompagnement et de financement par le biais de prêts également. Vous avez les fonds européens, les banques locales également. Souvent, les porteurs de projets, ils oublient leurs banques qui peuvent éventuellement demander une assistance, un accompagnement financier par leur banque. Vous avez BPI et également AFD. Et je vous ai donc mis un lien que vous pourrez donc visiter à la suite de ce webinaire, connaître les différents dispositifs de financement qui sont à votre disposition. Et donc, vous verrez qu'une fois que nous avons donc évalué, donc défini l'idée, nous avons donc fait l'étude de marché, nous avons donc défini notre stratégie commerciale, nous avons fait notre projection financière, nous avons mobilisé les financements nécessaires, nous pouvons donc passer à l'étude juridique de notre projet. L'étude juridique
consiste à définir, en fonction de pas mal de critères, définir la forme juridique que nous allons donc choisir pour exercer notre activité. Il est important de considérer tous les critères qui sont affichés donc à l'écran pour pouvoir choisir votre forme juridique et ne pas se fier à, comme on a pu le voir à la sortie de la forme juridique SASU, je vais me mettre en SASU parce que je ne veux plus être affilié au RSI, ou je ne veux plus payer de charges sociales, alors qu'il y a des éléments importants à prendre en charge. Par exemple, pour la SASU, les frais de constitution, le fonctionnement de ce type de forme de société, voilà, qui impose une assemblée générale annuelle, une assemblée générale obligatoire par an, le dépôt de compte annuel, l'enregistrement, toutes les formalités pour changer, modifier, voilà, nécessitent un certain formalisme. Et aussi, voilà, si on perçoit un montant, un chiffre d'affaires très faible, également, c'est aussi à prendre en considération. Donc, il est important de considérer tous les critères de choix pour choisir sa forme juridique et ne pas se fier à un élément ou un élément financier. Souvent, c'est le cas, je ne veux pas payer trop de taxes. Voilà, ça ne devrait pas être votre leitmotiv, ou ça ne devrait pas être une des raisons, voilà, que vous allez donc choisir une forme à une autre. Voilà, il faut considérer l'ensemble de l'écosystème de votre projet. Et donc, la première des choses, c'est le nombre de personnes impliquées dans le projet. Je vais reprendre le cas consultant, je suis seule. Donc, aujourd'hui, je suis seule dans le projet. Je sais que je suis libre donc de choisir la forme juridique que je veux. Je suis libre de prendre les décisions pour l'entreprise. Je suis en mode solo, donc je suis free. Toutefois, voilà, même si je suis free, je vais quand même vérifier, définir quelles responsabilités je souhaite avoir au sein de cette entreprise et comment je souhaite être engagée au sein de cette entreprise. Quand je parle de responsabilité, je parle de est-ce que je veux une responsabilité illimitée, c'est-à-dire un engagement où mon patrimoine personnel et celle de l'entreprise est confondu, je suis mariée. Donc, si je me mets dans une forme juridique à un autre, éventuellement, mon époux peut être aussi impliqué, impacté aussi justement dans cette responsabilité. Donc, est-ce que c'est ce que je veux ou pas? Donc, il va falloir que je définisse quelle est la responsabilité que je veux. Est-ce que je veux être distincte de cette entreprise ou je veux être mariée à cette entreprise? Voilà, donc il va falloir faire définir justement cela. Mon engagement financier. Aujourd'hui, mon activité de consultant ne nécessite pas un engagement financier ou un investissement financier, puisque je n'ai pas beaucoup de matériel important à acheter. Je n'ai pas de local à prendre, je n'ai pas d'aménagement de local à faire également. Donc, mon investissement, mon engagement financier, il n'est pas important. Mais je dois quand même considérer, voilà, quel engagement financier, voilà, même si c'est petit, encore prendre en considération la responsabilité que je veux au sein de cette entreprise. Le régime social, est-ce que je veux être assimilé salarié ou est-ce que je veux être un travailleur non salarié? Aujourd'hui, j'ai une activité salariale. Voilà, certes, je paye déjà des cotisations sociales de par mon employeur, mais est-ce que je veux quand même avoir à payer des charges, des cotisations sociales pour cette activité-là? Donc, je dois considérer cela également. Est-ce que j'ai des associés ou pas? Le régime fiscal, mon activité de consulting,
Est-ce que je souhaite être imposé sur le revenu ou je préfère avoir une imposition sur les sociétés parce que je ne veux pas avoir de confusion avec mon régime, avec mes impôts personnels. Aussi, je suis mariée, avec mon époux, on a des revenus conjointes. Voilà. Donc, est-ce que je veux impacter cela avec mon activité? Donc, tout ça à prendre en considération. L'activité de l'entreprise est aussi important. Il faut savoir qu'il y a certaines, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a quand même certaines activités pour lesquelles on ne peut pas exercer sous certaines formes juridiques. Je vais donner le cas d'un change-point, par exemple, ne peut pas exercer sous la forme de SARL ou SNC, je ne me rappelle plus, j'ai un petit trou là, désolé, fin de journée. Ou, par exemple, l'activité de micro-entrepreneur, par exemple, à Saint-Martin, le micro-entrepreneur ne peut pas s'immatriculer pour une activité de location, sauf si c'est une activité de location qui est annexe à une activité principale. Donc, il faut considérer aussi l'activité de l'entreprise pour pouvoir choisir la forme juridique. L'enregistrement et la gestion quotidienne. Donc, enregistrement, ce sont les coûts d'immatriculation. Gestion quotidienne, si demain j'ai à modifier, changer l'adresse de l'entreprise parce que j'ai un local temporaire actuellement, demain si je dois transférer ce siège, ça veut dire que je dois faire des PV, je dois rédiger des PV, je dois mettre à jour mon statut. Est-ce que aujourd'hui je suis prêt à tout ce formalisme, même si je suis seule et si par exemple je me mets en société, toute modification, voilà, nécessite un changement, une mise à jour des statuts. Dans plusieurs cas, la rédaction d'un procès verbal. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux être dans ce formalisme? Donc, à prendre également en considération. Et autre chose, souvent je le dis aux porteurs de projet, si vous êtes dans une dynamique de je vais tester mon idée, je ne sais pas, ou j'ai eu une opportunité, j'ai eu un coup de business tout de suite, donc je vais me lancer. Si on est dans cette dynamique, et bien entendu, on a évalué l'engagement financier, il est préférable de s'immatriculer, par exemple, sous une forme juridique qui ne va pas nécessiter ou solliciter un investissement important dès le départ pour l'immatriculation. Et au cas où, si ça ne fonctionne pas, je peux donc fermer l'entreprise à coût zéro. Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai une proposition de venir faire une activité de consultant pour un groupe de jeunes diplômés qui sont à Saint-Martin et qui ont besoin d'un accompagnement pour un mois. Donc, ça veut dire que c'est une prestation sur un mois. Mais pour pouvoir travailler avec eux, je dois donc immatriculer mon entreprise. Donc, je n'ai pas fait d'études de marché, je ne sais pas à quoi ressemble le marché, mais là, j'ai une opportunité, j'ai une affaire. Donc, je ne vais pas aller me lancer en société puisque je ne sais pas quel est le besoin du marché. Je n'ai pas fait toutes les étapes, je n'ai pas coché toutes les étapes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, c'est plus sécurisant pour moi de m'immatriculer en entreprise individuelle ou éventuellement micro-entrepreneur, sous le régime micro-entrepreneur, dans le cas où, après cette affaire, je n'ai plus d'offres et que je n'ai pas forcément envie de continuer ou d'aller faire les étapes pour étudier le marché, ou éventuellement, pendant l'immatriculation, j'ai tenté de démarcher d'autres personnes, mais ça ne fonctionne pas, pour radier cette entreprise, ça va me coûter zéro. Contrairement à si, pour une affaire, je me lance en société, tout de suite, pour fermer cette société au cas où ça ne fonctionne pas, ça va me coûter 2, 3 fois, même 4 fois plus cher, puisqu'il y a un formalisme pour radier une personne morale qui passe par une dissolution et une clôture de liquidation. Voilà. Donc, à prendre en considération quand on
démarre son activité. Et dernière chose à considérer pour le choix du critère, c'est le développement et la transmission de l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai mon activité de consulting, voilà, qui prend un peu d'ampleur. J'ai éventuellement ma fille qui est en train de faire des études de management, de marketing, qui éventuellement demain pourra reprendre justement mon portefeuille. Et donc, moi, je veux donc lui faire une transmission de mon activité à ma fille. En étant en entreprise individuelle, le formalisme, il est beaucoup, on va dire, il est un peu plus complexe que si j'étais en société, par exemple, où il suffit juste de la faire, de la faire entrer en tant qu'associé, voilà, faire un changement de gérant, et puis elle achète mes parts et c'est simple. Alors que si je suis en société, il va falloir passer par un professionnel pour justement faire l'expertise, expertiser la valeur de mon entreprise pour qu'elle puisse acheter. Donc, c'est un critère à considérer, voilà. N'empêche, on peut tout le temps, dès le départ, éventuellement, si on le souhaite, donc commencer en entreprise individuelle. Et une fois que l'entreprise, elle prend de l'ampleur, donc développer et aller vers une société. Voilà. Ou si dès le départ, on a justement des personnes qui veulent investir et qui veulent être juste associées dans l'entreprise, voilà, il faut penser donc à la forme juridique que l'on va donc choisir. Voilà. Donc, tout comme j'ai pu donner les exemples, vous voyez que tous les critères qui sont présentés sont à prendre en considération pour choisir la forme juridique. Et je vais répéter, vous pouvez changer la forme juridique de votre entreprise à tout moment de vie de l'entreprise. Vous n'êtes pas figé. Vous vous êtes immatriculé en entreprise individuelle, l'entreprise commence à prendre de l'ampleur, vous commencez à avoir du développement, vous souhaitez développer vos activités, vous voyez que le chiffre d'affaires commence à être conséquent, donc du coup, vous décidez, bon, je vais changer la forme juridique. Ou vous êtes en entreprise individuelle, aujourd'hui, votre situation personnelle a changé, vous avez donc du patrimoine personnel que vous voulez protéger, vous ne voulez plus être dans ce cas de figure, vous passez à une forme juridique, vous passez à une société. Vous pouvez changer de forme juridique à n'importe quel moment de vie de l'entreprise. Donc, ne paniquez pas en tout cas. Si vous avez fait un mauvais choix, voilà, vous avez la possibilité de changer. Et donc, une fois qu'on a défini tout, on a coché, validé toutes ces étapes, on aura donc quoi? Notre business plan. Et le business plan, pour certains, c'est comme si c'est un document qui pèse 3 tonnes, qui, voilà, à la taille d'une Bible avec plusieurs versets. Et non. Toutes les étapes que je viens de vous présenter vont vous permettre tout simplement de construire votre business plan. Et le business plan, c'est quoi? C'est un document structuré qui va donc résumer votre projet d'entreprise. Ce sera donc votre feuille de route qui sera accessible à toute personne nécessitant de connaître votre projet, intéressé par votre projet et qui veut collaborer éventuellement ou financer votre projet. Et donc, ce document doit vous permettre d'évaluer la pertinence de votre projet, vos qualités et vos atouts, la stratégie que vous allez donc choisir, les objectifs que vous devez atteindre et les moyens à mettre en œuvre. Donc, le business plan, il est très, très important que je le dise ce soir, le business plan va renforcer votre crédibilité auprès de la banque, auprès de financeurs, puisque quand vous allez voir un financeur, le financeur doit être en mesure de mesurer tout ce dont je viens de dire. Et c'est grâce à ce document-là, voilà, bien entendu, vous allez défendre votre projet, mais
le financeur doit être en mesure de retourner, relire, repartir, vous poser des questions justement sur votre projet et c'est ce document qui va donc synthétiser votre projet. Vous avez des outils à votre disposition pour vous aider justement à monter votre projet et éditer votre business plan et cette thématique sera traitée dans le webinaire de jeudi prochain. Et donc, une fois qu'on a son business plan, on est prêt donc à s'immatriculer. Et c'est uniquement à ce moment que l'on s'immatricule. Et donc, l'immatriculation, c'est quoi? C'est l'enregistrement de votre entreprise. Et c'est donc la formalité qui va matérialiser la création de votre entreprise et donc lui donner une vie administrative et juridique. Et l'immatriculation donc va octroyer à votre entreprise une existence légale et juridique pour interagir avec les tiers en toute conformité, interagir avec vos clients, avec l'assurance, avec la banque, avec vos fournisseurs également. Et donc, il est important aussi de connaître où est-ce que je dois m'immatriculer. En fonction de la nature de votre activité, le centre de formalité des entreprises sera donc différent en fonction. Donc, la CCISM donc, est compétent pour les activités commerce, métier, artisanat et agriculture. Et l'URSSAF est compétent pour les activités libérales en personne physique uniquement. Si c'est une activité libérale en forme sociétale, donc en personne morale, ce sera le greffe qui est compétent pour cette formalité. Mais la CCI peut aujourd'hui vous assister pour cette formalité. Et donc, ça conclut ma présentation de ce soir. À l'affiche, donc, la méthodologie de la création de l'entreprise qui donc récapitule l'ensemble des étapes. À noter, prendre la photo si vous voulez également. Pour rappel, le webinaire sera donc disponible, l'enregistrement sera disponible par la suite sur notre page Facebook. Et donc, vous pouvez donc garder cette méthodologie et l'utiliser justement comme votre feuille de route pour construire votre projet et bien vous lancer dans la création de votre entreprise. Et donc, nous allons donc passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est donc la partie questions-réponses. Êtes-vous prêt à vous lancer? Et donc, je regarde les questions. Je vois que j'en ai. Concernant, donc la première question est concernant le permis d'exploitation, quand et où puis-je faire cette formation? Donc, la CCISM dispense cette formation. Le programme, le calendrier pour ces formations seront disponibles dès le mois de juin. Donc, nous organisons une session de formation une fois par mois à la CCI. Le coût de cette formation, auparavant, c'était 600 €. Mais je ne veux pas dire de bêtises puisqu'il y a eu un appel à candidature justement pour cette formation. Et donc, tous les éléments de cette formation seront disponibles bientôt, mais les prochaines sessions devraient être organisées au mois de juin à fréquence d'1 session par mois. La question suivante, le permis d'exploitation concerne uniquement les activités liées à la restauration. Donc, non, le permis d'exploitation, la formation du permis d'exploitation est la formation de permis d'exploitation est réservée à toute activité qui est donc amenée à exploiter une activité où on va donc vendre des boissons alcoolisées. Je prends le cas restaurant, bar, boîte de nuit, par exemple. Donc, vous êtes donc concerné par cette fameuse formation permis d'exploitation qui, par la suite, va vous permettre d'obtenir la licence de débit de boisson auprès du service licence de débit de boisson de la collectivité.
Question suivante, y a-t-il un document type pour le compte de résultat et pour le plan de trésorerie? Donc, document type, après, non, il n'y a pas de document type. Toutefois, la semaine prochaine, la semaine prochaine, je vais donc présenter un outil qui va donc vous permettre de réaliser votre compte de résultats et le plan de trésorerie. Vous pouvez aussi vous inspirer de modèles en ligne. Il n'y a pas de modèle type. Toutefois, dès lors que les éléments importants sont portés dessus ou la personne qui va apprécier ce document arrive à comprendre quelles sont les charges et les revenus, les produits. Donc, la personne aura la possibilité. Dès lors que la personne comprend justement le document et arrive à apprécier le document, il n'y a pas de modèle qui est imposé. Et non plus pour le plan de trésorerie. Quel site Internet fiable pour trouver ces documents? Donc, il y a le site wikicrea.fr. Je vais noter tout à l'heure dans le chat, Wikicrea, qui est un site fiable. Les documents, par contre, sont payants. Vous avez aussi les experts comptables qui sont à votre disposition et je vous recommande vivement de prendre à tâche d'un professionnel, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur les chiffres et sur les estimations que vous allez faire également. Et vous avez également donc l'outil CCI Business Builder aussi qui va être présenté jeudi prochain. Nous avons également un webinaire qui va traiter précisément le prévisionnel, la projection financière, et où vous pourrez donc obtenir des précisions justement sur les documents et justement comment vous devez vous y prendre pour les remplir. Est-ce que la CCISM met à disposition les documents pour les créateurs d'entreprises? Donc, les documents, c'est le fameux outil CCI Business Builder, justement, qui est un outil propre aux chambres de commerce et d'industrie qui est à votre disposition gratuitement et qui vous permet justement de produire tous les documents dont je viens de parler, donc je viens d'énoncer. Y a-t-il les conséquences financières ou autres lors de changements de forme juridique? Donc, conséquences financières, oui, puisqu'il y a un formalisme à régler, un formalisme à faire, qui est donc, si c'est une forme sociétale, donc du coup, il faudra passer par un professionnel qui va vous facturer, bien entendu, pour la production de ces documents. Et puis, vous avez les frais d'enregistrement de la CCI et du greffe, justement pour cette formalité de modification de la forme juridique en soi. Où peut-on obtenir les outils du business plan? Donc, je vais rappeler, c'est CCI Business Builder. Je vais vous mettre tout à l'heure tous les liens dans le chat pour que vous puissiez déjà vous familiariser justement avec ces outils. Vous avez, pour les outils du business plan, vous avez le CCI Business Builder et vous avez également BPI Création qui ont développé aussi un outil pour la création de votre business plan. Quelles questions le porteur de projet doit-il absolument se poser avant l'immatriculation? Je vais répondre. Il doit se poser toutes les questions à toutes les étapes que je viens de présenter, puisque comme vous avez pu voir, toutes les étapes ont leur importance et elles sont interconnectées. Donc,
une étape ne peut échapper le parcours justement de la création d'entreprise. Donc, il est important de de se poser toutes les questions possibles avant de s'immatriculer. Et aussi, une autre question que je n'ai pas posée et que je n'ai pas, un autre sujet dont je n'ai pas abordé, souvent les porteurs de projets, ils viennent s'immatriculer alors qu'ils ne sont même pas prêts de démarrer leur activité. Ils viennent parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils pensent que la création va prendre énormément de temps. Et je tiens juste à vous rassurer que l'une des étapes la plus courte dans le parcours de création, c'est bien l'immatriculation. Bien entendu, tout dépendra de la forme juridique que vous avez choisie, parce que bien entendu, si c'est une forme sociétale, il faudra donc passer par un professionnel et donc ça prend un certain temps puisqu'il y a des démarches en annexe à faire, notamment le dépôt du capital auprès de la banque, il y a le dépôt, il y a l'annonce légale à faire, à publier, il y a l'enregistrement des statuts à faire également. Donc, en soi, on peut compter un bon mois justement pour l'immatriculation en forme sociétale. En ce qui concerne une immatriculation en forme en personne physique, vous pouvez être immatriculé demain. La liste des pièces, elle est très simple. C'est pièce d'identité, la carte vitale, une déclaration de non-condamnation, le justificatif de l'adresse de l'entreprise, diplôme si c'est une inactivité réglementée ou l'autorisation ou le document nécessaire pour l'immatriculation et puis les frais d'immatriculation. Donc, c'est pour ça souvent je stresse sur le fait il ne faut pas se prendre la tête pour l'immatriculation, c'est plus toutes les étapes à faire avant l'immatriculation qui sont importantes puisque l'immatriculation, ce n'est qu'un formalisme. Dès lors que vous avez rassemblé les documents nécessaires, vous pouvez donc vous immatriculer et démarrer votre activité. Mais sachez que si vous n'êtes pas prêt à démarrer votre activité, il est préférable pour vous de vous immatriculer quand vous êtes sûr de démarrer votre immatriculation, car il faut savoir que quand on s'immatricule, comme précisé tout à l'heure, on aura un régime fiscal, un régime social qui veut donc dire que nous aurons des obligations fiscales et sociales. Et donc, la date qui est prise en compte justement pour le démarrage de calcul de ces cotisations et de ces charges sont la date de démarrage de votre activité. Aussi, donc, la date de démarrage aussi doit être considérée également. Par exemple, il n'est pas conseillé à une entreprise de s'immatriculer si on est en fin d'année. Il est préférable de faire une immatriculation en début d'année pour justement, on va dire, une économie sur certaines taxes. Voilà. Donc, l'immatriculation n'est pas ne doit pas être votre stress. Ce qui doit être votre stress, c'est vraiment prendre le temps de bien définir votre idée, vous assurer qu'il y a une place pour votre produit ou service sur le marché, prendre le temps d'étudier le marché, voilà, qui va par la suite vous permettre de définir votre stratégie commerciale et marketing, comment vous allez donc atteindre votre clientèle cible, voilà, faire votre prévisionnel pour définir justement votre projection financière pour que vous ne vous retrouviez pas justement en difficulté financière post-immatriculation et garantir justement la rentabilité et le succès et le développement de votre entreprise. Vous avez à votre disposition de nombreuses institutions, voilà, notamment la CCI qui développe de nombreux services justement dans le cadre de ce programme de parcours d'accompagnateur, nous développons de nombreux services justement pour pouvoir accompagner les créateurs d'entreprises dans les premières phases de leur création. Donc, prendre le temps justement de travailler toutes ces étapes puisque
elles sont interconnectées. Et je vais juste revenir sur la formation permis d'exploitation. Comme précisé tout à l'heure quand je parlais justement de la partie adéquation homme-projet et l'activité de l'entreprise, important de définir quelles sont les réglementations nécessaires justement pour exercer une activité. Le permis d'exploitation est une des formations obligatoires pour toute activité nécessitant la vente de boissons alcoolisées. Il y a également la formation hygiène alimentaire qui n'est pas réservée uniquement à des activités de restauration, mais toute activité qui nécessite une manipulation de denrées alimentaires, fabrication de jus, fabrication de gâteaux, on est traiteur. Donc, toutes ces activités-là aussi nécessitent justement qu'on fasse cette formation au préalable. Voilà. Donc, je ne vois plus de questions dans le chat. Ah, je vois une autre question. Quel exemple de situation d'absence adéquation homme-projet? Je vais donner le cas, donc, une activité de charpente, une personne qui veut s'immatriculer pour une activité de charpente, mais elle a travaillé au black pour une entreprise de charpente. Voilà, donc elle n'a jamais pu valoriser son expérience professionnelle. Et aujourd'hui, elle veut se mettre à son propre compte puisque, à travers justement les jobs qu'elle faisait, elle a pu donc démarcher des personnes qui veulent travailler avec elle, mais qui veulent travailler avec elle tout en ayant, elle, une activité professionnelle, qu'elle soit déclarée. Donc, la personne qui vient à la CCI, elle vient s'immatriculer, voilà, sans avoir fait justement cette évaluation d'adéquation homme-projet. Au moment de l'immatriculation, on va lui demander justement soit son diplôme pour l'activité de charpente ou son justificatif d'expérience professionnelle qui doit être justifié par une activité salariale pour un minimum de 3 ans. Et là, donc la personne, elle se retrouve dans une situation où elle ne peut pas immatriculer son entreprise parce qu'elle n'est pas en adéquation avec son projet. Peut-être l'homme il sait faire, mais comment il fait pour justifier son activité? Il ne peut pas. Donc, du coup, là, il y a une incohérence, adéquation homme-projet. Donc, dès cette phase, se renseigner quels sont les prérequis pour immatriculer une entreprise, pour immatriculer l'activité que l'on souhaite exercer. Autre question, l'immatriculation se fait juste avant le démarrage, donc au moment de l'ouverture de son magasin de vêtements, par exemple. Cela sous-entend acquisition de stock, fait, travaux et aménagement de la boutique réalisés. Donc, je n'ai pas précisé cela, mais c'est une très bonne question. Donc, dans certains cas, en fonction de l'activité de l'entreprise, il se peut qu'il y ait une nécessité de démarrer d'immatriculer l'entreprise avant le démarrage de l'activité. Je vais prendre le cas, par exemple, pour l'ouverture de son magasin, pour le branchement de l'électricité, pour le branchement de l'eau éventuellement, il y a besoin du cabis, par exemple. Et donc, ça nécessite que vous immatriculez l'entreprise. Vous pouvez aussi donc immatriculer l'entreprise, tout dépend de la forme sociétale, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Vous pouvez immatriculer, par exemple, une SARL, voilà, pour le besoin d'obtenir justement l'électricité dans le magasin et autres, immatriculer la SARL sans activité. Et une fois que vous aurez donc, vous êtes prêt à démarrer l'activité, vous revenez pour faire une formalité de mise en activité de l'entreprise. Voilà, donc ça peut être un des cas. Autre cas, par exemple, pour obtenir j'ai eu le cas récemment, obtenir une assurance décennale, une personne qui a une activité artisanale, elle doit contracter donc une assurance décennale. Pour obtenir l'assurance décennale, elle doit donc s'immatriculer
pour pouvoir obtenir son CABIS et donc faire la demande de la décennale. Donc voilà, donc il y a des cas spécifiques où malheureusement on ne pourra pas attendre pour faire l'immatriculation. Il faudra donc s'immatriculer. Et aussi, si on va mobiliser des financements, il est aussi important de vérifier avant la validation de son dossier s'il faut être immatriculé ou pas. Je vais prendre le cas du PIGE, par exemple, le projet Initiation Jeune. Pour cette subvention, au moment du dépôt de la demande d'aide, l'entreprise ne doit pas être immatriculée. Voilà. Et donc, voir aussi donc, avec les autres institutions de financement à quel moment il faut immatriculer l'entreprise afin de ne pas entraver la validation de son projet de financement. Et dans le cas, donc je vais reprendre le cas de l'ouverture du magasin, éventuellement, si on doit faire de l'acquisition de stock, souvent les fournisseurs demandent justement, ils veulent être sûrs avec qui ils travaillent, que c'est une entreprise qui éventuellement est déclarée. Donc, ils vont vous demander votre CABIS et donc, du coup, vous êtes dans l'obligation de déclarer, d'immatriculer l'entreprise pour pouvoir justement faire l'acquisition de votre stock et acheter la marchandise nécessaire pour démarrer votre activité. Autre question, peut-on immatriculer en y indiquant une date de démarrage à 3 mois plus tard? Donc, malheureusement, non. On ne peut pas, c'est pas que notre logiciel, mais même quand on fait l'immatriculation en ligne également, on ne peut pas faire une immatriculation à plus de 30 jours, à plus de 30 jours de la date de saisie du dossier. Donc, si par exemple, vous vous présentez aujourd'hui à la CCISM pour votre immatriculation, on pourra aller on est le 6, donc jusqu'au 6 juin, date de démarrage de l'activité. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas. Toutefois, vous avez la possibilité, en entreprise individuelle par exemple, de venir changer la date de début d'activité. Par exemple, si vous êtes immatriculé pour X raison le 6 juin et que votre activité n'a pas démarré pour X raison, vous pouvez revenir et faire donc une formalité de modification de la date de début d'activité. Vous pouvez le faire. En société, en personne morale, c'est différent. Vous avez la possibilité de vous immatriculer sans activité et puis faire une mise en activité, mais vous ne pouvez pas vous immatriculer avec une date et par la suite donc changer la date de début de l'activité. Ce n'est pas possible pour la personne morale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions donc à la troisième partie qui est donc la finalisation? Donc, je n'ai pas de questions. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces questions et vous rappelle donc que toutes les étapes de la création vont être traitées directement dans un webinaire prochainement. Et donc, je vous invite à vous inscrire pour toutes les webinaires, comme vous avez pu constater. Donc, c'est une série et elles ont toutes une suite logique. Mais avant de vous présenter, de vous rappeler les dates des prochains webinaires, je veux juste vous présenter les services de la CCISM qui sont donc en concordance avec cette présentation. La formation, vous avez donc une formation Entreprendre, qui est une formation de 32 heures, pendant laquelle donc le porteur de projet va donc découvrir l'intégralité de tous les aspects, que ce soit juridique, fiscal, comment définir sa stratégie marketing et autres pour son projet. Donc, il pourra apprendre tout cela, découvrir tout cela pendant cette formation de 32 heures. La prochaine session est prévue pour début juin et si vous êtes d'ores et déjà intéressé à cette formation, vous pouvez déjà contacter donc ma collègue au pôle formation à l'adresse qui est donc indiquée sur le slide. Autre service, donc pour les personnes qui ont une idée de projet, mais
qui sont toujours dans l'interrogation et qui ont besoin justement de conseils, la CCISM propose des rendez-vous gratuits, des rendez-vous conseils de 30 minutes, voilà, où vous pourrez donc venir et rencontrer un chargé d'accompagnement qui pourra donc vous donner et déjà établir avec vous votre idée et vous donner justement un plan d'action pour vous lancer dans votre projet d'entreprise. Et les rendez-vous se font uniquement sur les rendez-vous, oui, se font uniquement sur rendez-vous. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet à l'adresse qui est indiquée sur le slide. Et troisième service, toujours en concordance avec cette présentation, l'accompagnement personnalisé dans le cadre de ce projet qui est donc financé par le FSE, la CCI donc propose aujourd'hui un accompagnement personnalisé. Donc, c'est-à-dire vous aurez à votre disposition un conseiller dédié avec qui vous allez travailler ensemble pour construire votre projet de création où vous allez donc valider pendant 16 séances de travail, valider l'ensemble des étapes que nous venons de voir à travers de l'outil qui va vous être présenté la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer un mail à cfe@ccism.com. Avant de partir, je vais vous demander de nous faire savoir comment vous avez apprécié ce webinaire en remplissant notre questionnaire de satisfaction. Le lien vous a été indiqué dans le chat. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de remplir ce petit questionnaire qui dure que 2 minutes et nous donner votre ressenti sur cette présentation. Et donc, pour terminer, rappel sur les webinaires à venir. Donc, la semaine prochaine, donc mardi 10 mai, nous aurons Monsieur Jean Arnel qui va nous présenter comment concevoir son business model. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on pense à son idée, voilà, en répondant à l'ensemble des questions, on est en train de réfléchir à son business model. Donc, Monsieur Arnel va traiter ce sujet avec plus de détails que moi ce soir. Et le jeudi prochain, donc je vais vous présenter les outils digitaux pour construire votre projet et qui va donc répondre aux nombreuses questions que vous avez donc posées dans le chat. Quels sont les outils disponibles? Comment vous pouvez donc vous procurer des documents pour le prévisionnel, le plan de financement, le plan de trésorerie? Donc, je vais vous présenter ce fameux outil qui est très bien fait. Et puis, la semaine suivante, donc, ce sera élaborer son marketing mix, qui est une autre étape qui est très importante, définir comment je vais donc atteindre ma clientèle. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire pour ces webinaires. Les liens sont déjà disponibles directement sur notre site Internet. Et nous allons donc clôturer ce webinaire ce soir. Je vous remercie. J'ai vu qu'on a dépassé l'heure. L'heure impartie, mais il y a tellement de choses à dire, voilà, et que je ne pouvais pas me passer de certaines choses. En tout cas, j'espère que cette présentation ce soir a été très informative pour vous. Voilà, vous avez une meilleure visibilité sur comment vous allez donc vous positionner dans la création de votre projet et j'espère que nous aurons l'occasion de vous voir, de vous avoir parmi nous pour les prochains webinaires. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous donne rendez-vous donc à mardi prochain et je vous souhaite une bonne soirée.